Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure et les propriétés de la matière dans laquelle je vais parler des solides ioniques. Les solides peuvent être décomposés en deux familles. Tout d'abord donc les solides cristallins qui vont être donc composés d'un arrangement régulier de ses constituants. Par exemple, le sel de cuisine est un solide cristallin ou le diamant qui est constitué de carbone et qui est un arrangement régulier d'atomes de carbone. L'autre grande famille de solides sera donc les solides amorphes qui eux par contre n'ont pas d'organisation régulière, les constituants sont accrochés de manière désordonnée les uns aux autres. Les exemples sont par exemple le verre qui est un matériau amorphe et par exemple le néoprène qui est un élastomère utilisé notamment pour des mousses de protection. Je vais m'intéresser uniquement aux solides cristallins qui peuvent être donc répartis en quatre familles. Donc les solides ioniques qui vont être constitués donc d'un arrangement périodique d'ions. Par exemple, le sel de cuisine donc constitué de chlorure de sodium est constitué d'ions Na+ et Cl-. Autre type de solides cristallins, donc les solides covalents qui eux vont être constitués d'un arrangement périodique d'atomes qui ne sont pas des métaux. Par exemple, donc, le diamant, constitué d'atomes de carbone, donc, qui n'est pas considéré comme un atome métallique. Ensuite, donc, les solides moléculaires, eux, qui donc, vont être un arrangement périodique de molécules, comme par exemple donc, le sucre, ici donc, le saccharose, qui est donc constitué de molécules C12H22O11. Et enfin, les solides métalliques, qui sont donc un arrangement périodique d'atomes de métaux, comme par exemple l'or. Les solides métalliques sont à différencier des solides covalents, car en fait, ils possèdent donc des électrons qui sont non localisés autour des atomes, qui sont donc répartis dans l'ensemble du solide, et qui leur donnent des propriétés électriques et thermiques particulières, donc notamment de conductivité. Je vais maintenant m'intéresser uniquement aux solides ioniques, et je vais prendre un exemple pour voir comment est constitué donc ce solide avec le cas de la structure cristalline du chlorure de sodium NaCl qui est donc le sel de cuisine. Donc ce solide a ce qu'on appelle une maille conventionnelle qui est de la forme suivante, donc elle est cubique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir représenter sur ce cube la répartition des atomes qui sera un arrangement périodique qui donc se répétera dans les trois dimensions de l'espace. Donc on caractérise cette maille par ce qu'on appelle le paramètre qui est en fait donc, le côté d'un cube. Et donc je vais placer sur cette maille donc, les ions chlorure Cl-, donc représentés par des ronds verts ici. Et ces ions donc, ont une charge -E car ils sont négatifs, ils ont gagné un électron en plus. Et ils se répartissent sous forme donc, d'une maille cubique à face centrée. Ce qui veut dire que ici les ions chlorure vont être disposés sur les 8 sommets du cube, et face centrée signifie que sur chaque face du cube, j'ai également un ion chlorure. Ensuite, il faut maintenant que je place donc, mes ions Na+, qui eux seront représentés par des ronds bleus, plus petits que les ions chlorure car leur rayon est plus petit. Ils ont une charge E, et donc ils se placent aussi sous la forme de maille cubique à face centrée, mais décalée de A sur 2. Sinon, ça voudrait dire qu'ils seraient au même endroit que les ions chlorure, ce qui n'est pas possible. Donc décalé de A sur 2 dans les trois directions de l'espace, ce qui veut dire que mes ions sodium vont être placés au milieu des arêtes du cube, et que je vais avoir également un ion au milieu ici de mon cube. Donc voilà la représentation ici donc, de la structure cristalline de NaCl. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les ions acceptent de rester dans ces positions alors qu'ils sont à côté d'ions positifs ou négatifs qui vont avoir tendance à les repousser ou à les attirer. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour expliquer l'immobilité des ions, donc je vais tout d'abord commencer autour d'un ion Cl-. Autour d'un ion Cl- donc, que je considère ici, je vais en fait avoir donc, des ions chlorure qui vont être positionnés de cette manière-là. Les ions ici sont tous dans le même plan. Des ions sodium qui sont sur les arêtes. Et je vais avoir également un ion sodium en avant et un en arrière. Donc pour expliquer
ce qui se passe ici. Donc il faut introduire une interaction qui est l'interaction électrostatique qui va intervenir donc en fait entre chaque constituant ici et qui est liée à la charge électrique de ces constituants. Donc l'interaction électrostatique, la force qui est en lien, qu'on appelle force électrique sur la particule de la particule P1 sur la particule P2 est égale à la valeur absolue du produit de leur charge électrique sur 4pi epsilon 0, epsilon 0 étant la permittivité électrique du vide, et fois r au carré, r étant la distance entre les deux particules. Donc si je remplace dans mon cas ici, je vais avoir donc mon ion chlorure qui va subir l'influence des Na+ qui sont autour et l'influence des Cl- qui sont autour. Donc je vais avoir besoin de leur charge. Donc les ions Cl- ont une charge moins E, les ions Na+ ont une charge plus E. Donc je vais pouvoir déterminer l'expression de la force électrique d'un ion Cl- autour sur l'ion central ici. Donc ce sera E au carré sur 4pi epsilon 0 fois la distance entre les deux ions chlorure exprimée au carré. Et la même chose avec les ions Na+. Donc la force électrique exercée par les ions Na+ sur l'ion Cl- qui est au centre sera égale à E au carré sur 4pi epsilon 0 fois la distance entre l'ion chlorure et l'ion Na+ exprimé au carré. Il me reste donc, pour pouvoir déterminer ces forces, à exprimer la distance entre les deux ions Cl- et entre un ion Cl- et l'ion Na+. Je vais commencer tout d'abord avec la distance entre deux ions Cl-. Donc mes ions Cl- sont représentés ici uniquement, j'ai enlevé les Na+. Donc la distance entre mes deux ions Cl-, qui est cette distance, va correspondre en fait à A racine de 2, A étant donc le paramètre de la maille, qui est la distance entre deux Cl- ici sur une arête. Donc le paramètre de maille dans le chlorure de sodium vaut 556 picomètres, c'est-à-dire 5,56 fois 10 puissance moins 10 mètres. Je vais donc pouvoir déterminer la distance entre mes deux ions Cl-, qui sera donc à A racine de 2. Je remplace A par sa valeur et j'obtiens donc 393 picomètres, c'est-à-dire 3,93 fois 10 puissance moins 10 mètres. Maintenant, la distance entre un ion Cl- et un ion Na+, donc je place mes Na+, sur mon schéma. Et donc la distance entre deux ions Na+ est ici, c'est la même pour tous, qui vaut donc A racine de 2. Donc la distance entre un ion Cl- et un Na+ sera A racine de 2, c'est-à-dire 278 picomètres ou 2,78 fois 10 puissance moins 10 mètres. J'ai maintenant donc la valeur de mes distances, je vais pouvoir calculer la force électrique entre mes différents ions. Je commence avec la force électrique entre les deux ions chlorure, donc qui est E carré sur 4pi epsilon 0 fois la distance entre les deux ions chlorure au carré. Donc je remplace par leur valeur numérique. 1 sur 4pi epsilon 0 est égal à 9,0 fois 10 puissance moins 9. Donc c'est en général donné quand on en a besoin. Je multiplie par 1,6 fois 10 puissance moins 19 au carré. Ici c'est la charge électrique élémentaire. Et donc je divise par la distance entre les deux ions chlorure exprimé au carré et évidemment donné en mètres. J'obtiens ici donc une force qui est de 1,5 10 moins 9 newton. Je fais la même chose maintenant avec le Na+, sur Cl-. Donc l'expression est E carré sur 4pi epsilon 0 fois distance Cl- Na+ au carré. Je remplace par les valeurs numériques, donc 9,0 fois 10 puissance 9 fois 1,6 10 moins 19 au carré sur 2,78 fois 10 puissance moins 10 au carré. J'obtiens ici une force donc de 3,0 fois 10 puissance moins 9 newton. Il me reste donc maintenant à représenter mes forces sur le schéma. Donc je vais utiliser une échelle avec 1 cm qui correspond à 1,6 10 moins 9 newton. Et donc je vais commencer avec donc, la force électrique exercée par les chlorures sur Cl-. Donc première force, alors avant de les représenter, donc il s'agit d'une force qui est donc répulsive car elle s'applique entre deux ions de même charge positive, de même charge qui sont négatifs ici. Donc ça veut dire que si je représente donc cette force ici, cela signifie que l'ion qui est ici exerce une force de répulsion sur l'ion central. Donc l'ion central subit une force qui a tendance à le repousser de cet ion. La même chose après avec les autres, donc force exercée par cet ion, force exercée par cet ion et force exercée
par 7 ions. Je constate ici qu'en fait, en prenant mes forces 2 à 2, je vois qu'elles sont dans des sens opposés avec des normes identiques. Donc ça veut dire que 2 à 2, ces forces s'annulent. Donc qu'au final, j'ai la somme des forces entre les ions Cl- et l'ion central qui vaut le vecteur nul. Je fais la même chose maintenant donc avec les ions Na+ sur l'ion central Cl-. Donc ici, j'ai une charge positive, une charge négative, donc ça va être une force qui sera attractive. Donc je commence par représenter donc une première force qui est la force exercée par cet ion Na+ sur Cl- qui a tendance donc à l'attirer. La même chose avec cet ion, et il faut considérer les deux ions qui ne sont pas dans le plan. Donc voilà. Donc ici, si je prends mes forces 2 à 2, je vois qu'elles sont sur la même direction, dans des sens opposés et avec la même norme. Donc là encore, 2 à 2, mes forces s'annulent, ce qui fait qu'au total, la somme des forces exercées par les ions Na+ sur Cl- est égale au vecteur nul. Donc l'ensemble des forces ici est égal au vecteur nul. Si j'applique le principe d'inertie sur l'ion central, je me retrouve donc avec une vitesse pour les ions Cl- qui sera donc un vecteur constant, et ici on peut supposer logiquement que ce vecteur constant sera le vecteur nul. On a donc immobilité des ions Cl-. Le même raisonnement peut être appliqué autour d'un ion Na+, donc qui est entouré d'ions Na+, et d'ions Cl-. On voit qu'en fait c'est la configuration inverse des ions chlorure, donc les forces vont être les mêmes, donc de même intensité et de même sens. Et donc la force exercée par les ions Na+ entre eux est une force répulsive, elle est représentée de cette manière-là. Là encore, on a la somme des forces qui vaut le vecteur nul. La force maintenant des ions exercée par les ions chlorure sur les ions Na+, donc qui est une force attractive. Et là encore, on voit que la somme des forces est égale au vecteur nul. J'ai donc la somme globale de mes forces qui vaut le vecteur nul, et j'ai encore l'application du principe d'inertie qui me dit que le vecteur vitesse donc des ions Na+ est égal au vecteur nul, donc il y a immobilité ici de mes ions Na+. Donc je me retrouve dans le cas où j'ai immobilité des Na+ et des Cl-, donc cela me permet d'expliquer la cohésion ici de mon solide ionique. Je vais maintenant donc définir plus précisément ce qu'est un solide ionique. Donc un solide ionique possède une structure cristalline qui est un arrangement périodique de cations et d'anions. La formule du solide ionique va me rendre compte donc de la proportion de chaque ion. La cohésion du solide est assurée par des interactions donc électrostatiques qu'on peut également considérer comme des liaisons ioniques qui ont lieu donc entre chaque ion et qui assurent leur immobilité, donc la cohésion du solide. Les interactions électrostatiques sont considérées comme des liaisons fortes, donc on dit qu'elles ont une ordre de grandeur d'environ 100 kJ par mol, ce qui est important. Et donc ça explique notamment pourquoi les températures de fusion des solides ioniques sont élevées, qui sont de l'ordre environ donc de 1000 degrés Celsius.